Welcome back dans Fast and Gorgeous. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cet épisode 29 pour faire le récap du GP d'Italie, le temple de la vitesse comme on l'appelle, et c'est effectivement ce qui s'est passé ce week-end avec tous les records qu'a battu Max Verstappen. Mais on va en reparler. Donc c'était un Grand Prix qui était très attendu des tifosi évidemment. Ferrari, ils avaient fait une livrée en hommage à Niki Lauda. Et d'ailleurs, ils avaient des t-shirts bleus. Les pilotes, une partie de l'équipe était en bleu. C'était assez drôle parce que je sais pas si vous avez sans doute vu sur les réseaux sociaux Lewis qui disait j'ai toujours rêvé d'être en rouge pour Monza et comme par hasard je suis en bleu à cause du marketing. Mais bref, c'était un bel hommage. La voiture était très très belle, la Ferrari était très très belle et on avait de très grosses attentes aussi de la Ferrari pour ce Grand Prix. Leclerc a très bien fonctionné, enfin en tout cas la voiture de Leclerc a très bien fonctionné en essai libre. Donc il y avait des très très grosses attentes du côté de Monza pour les pilotes Ferrari. Finalement, on n'a pas eu de victoire ni même de podium du côté de Ferrari. C'est Verstappen qui remporte le Grand Prix d'Italie. Derrière, deuxième position, il y a Norris et ensuite Piastri. Mais on va en reparler de cette équipe McLaren. Pour parler quand même de Verstappen, il obtient la pole, il fait le record de vitesse sur un Grand Prix, le record de vitesse sur un tour et le Grand Prix le plus court du monde, puisqu'il remporte donc ce Grand Prix de façon extrêmement rapide. Il a brillé, enfin maîtrisé ce Grand Prix, son week-end de A à Z du côté de Verstappen. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement la voiture Red Bull était faite pour ce Grand Prix. En tout cas, le circuit était vraiment adapté à la Red Bull et la façon dont elle fonctionne aujourd'hui. Vraiment le moment de remporter et Verstappen le fait de façon magistrale. Un énorme bravo à Verstappen et c'était vraiment, vraiment, vraiment très cool. Verstappen qui maîtrise ce Grand Prix. Tsunoda ne rentre même pas dans les points alors que, ok, la voiture est compliquée. Verstappen, il arrive à remporter le Grand Prix. Tsunoda ne marque même pas de points avec une voiture qui était faite pour ce circuit. Donc, vraiment, vraiment, vraiment dommage. Si on rentre dans les tops et les flops, grand top, c'est Verstappen. Je suis très heureuse pour lui, c'était parfait. J'ai adoré sa petite phrase à la fin du Grand Prix avec son ingénieur no risk, push push. C'était parfait et vraiment à l'image de Verstappen. D'ailleurs, il gagne le Grand Prix avec 20 secondes d'avance, ce qui est quand même incroyable compte tenu de la domination des McLaren sur toute cette saison. Et c'est vrai que j'ai entendu pas mal de commentateurs qui disaient c'est dommage qu'on n'ait pas eu cette bagarre McLaren-Verstappen, parce que bon, clairement Red Bull n'a qu'un seul pilote sur toute la saison. Mais bon, voilà, Verstappen arrive à avoir des gros éclats et à exploiter la voiture au maximum là où il le faut et c'est vraiment magique. Mon autre top, du coup, c'est Piastri. Je trouve qu'il maîtrise vraiment tout son Grand Prix. C'est vraiment parfait. Et on va en parler avec mon premier flop qui est McLaren. Donc Piastri, il finit troisième. Il s'était qualifié troisième aussi lors des qualifications. Un peu derrière Norris qui a fait deuxième au Grand Prix. Et Piastri, alors il fait un départ qui est pas excellent. D'ailleurs, il y a une petite bagarre entre Leclerc et Piastri dans les premiers tours. Donc Leclerc qui partait quatrième. Donc Piastri et Leclerc ont eu quelques petits échanges, mais c'était des beaux dépassements, je trouvais à chaque fois. Le premier dépassement de Piastri est vraiment magnifique. Et Leclerc repasse devant et Piastri ensuite arrive à le redoubler. Et vraiment cette passe d'armes entre Leclerc et Piastri, je l'ai trouvée très intéressante. C'est très clean, enfin entre les deux pilotes. Vraiment, c'était vraiment très très bien. Et donc, pour faire le lien avec mon premier flop, qui est McLaren, ce qui s'est passé en toute fin de Grand Prix, c'est que Grand Prix a un arrêt uniquement pour les McLaren. Euh, Norris est deuxième, Piastri est troisième. En principe, les équipes, on donne la priorité au pilote qui est devant. On demande à Norris, souhaites-tu t'arrêter avant ou après Piastri? Et Norris dit, je m'arrête après Piastri. Ce qui du coup un risque d'undercut puisque Piastri pourrait du coup donc changer ses pneus avant Norris et sortir et faire un tour de sortie qui est tellement incroyable qu'il passe devant.
Piastri donc sort en premier, on change ses pneus dans un super arrêt. Il me semble qu'en 1 seconde 9, il change les 4 pneus de Piastri, qui ensuite repart. Juste derrière, Norris s'arrête. Et là, les mécaniciens de Norris, n'attachent pas très bien la roue avant, gauche. Et donc, il fait un arrêt, mais ultra long, de quasi 6 secondes, il me semble 5 secondes 9, un truc comme ça. Et donc, évidemment, Piastri repasse devant Norris, mais facilement sur la course. Et McLaren, de nouveau, des décisions qui sont pas toujours faciles à comprendre. On a Piastri de laisser passer Norris. Donc, bon, la logique, c'est OK, c'est qu'en fait, bon, c'est les mécaniciens de McLaren qui se sont plantés, donc Norris reprend sa place, OK. Et après, l'ingénieur de Piastri lui dit, une fois que tu as laissé passer Norris, tu peux le redoubler. Mais se pose quand même la question Enfin, c'est pas juste en fait pour Piastri, parce que Piastri, lui, il a exécuté son Grand Prix de façon parfaite. C'est pas lui qui a décidé de sortir en premier, c'est Norris qui a pris cette décision, ce qui est quand même incroyable. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on laisse le choix à Norris, pourquoi c'est pas la stratégie directement de McLaren qui décide. Je comprends pas. Piastri se fait vraiment pénaliser de 3 points. C'est pas énorme, mais bon, ça pourrait jouer sur le Grand Prix, alors même qu'il n'a fait aucune erreur. Et l'erreur vient donc alors, de Norris indirectement, mais surtout des mécaniciens de Norris qui ne remettent pas bien la roue sur la voiture de Norris, ce qui fait qu'il a un énorme arrêt. Et donc, on peut se poser la question de cette décision à nouveau du côté de McLaren. Moi, je mets pas trop la faute sur Norris. Le choix stratégique pour moi, ça devrait pas être à lui de le faire là-dessus. Voilà, ce serait plutôt à l'équipe, mais vraiment McLaren. Mais pour Piastri, je pense que ça peut être une bonne chose, parce que donc du coup, lui, il a été hyper fair, il a exécuté tout de suite l'ordre de l'équipe. Il perd 3 points sur Norris, ce qui est plutôt OK, parce qu'ils ont toujours, il me semble, 30 ou 34 points d'écart. Je n'ai pas vérifié. Donc Piastri garde la tête du Grand Prix, et surtout, c'est assez intéressant. Du coup, maintenant, McLaren est redevable envers Piastri, qui a donc tout à fait exécuté les ordres, malgré le fait il ait fait un Grand Prix parfait. Que voilà, moi, mon top, ça reste Piastri, parce que moi, j'adore ce pilote. Je trouve qu'il gère toujours aussi bien ses courses, et vraiment, c'est parfait. Et j'en parlais, les dépassements Piastri-Leclerc, ils étaient clean. Il y avait pas d'histoire de dépassement, etc. Donc vraiment, vraiment mon top. Et en flop, bah, la McLaren, l'équipe McLaren, parce que vraiment, la stratégie et la gestion de leurs deux pilotes, qui sont vraiment les leaders du championnat pilote, je ne comprends pas. Donc ça, c'est bon. On va voir la suite, mais je pense que cette décision-là sur les derniers Grands Prix, ça sera pas du tout la même, je pense, de l'écart de points qui peut se réduire fortement entre Norris et Piastri. Mon troisième top, donc après Verstappen et Piastri, c'est Gasly. Je voulais juste le souligner parce qu'il a re-signé chez Alpine jusqu'en 2028, donc c'est un très long contrat, hein, il signe sur 3 ans. Donc c'est assez... voilà, moi Gasly à nouveau, c'est pas mon pilote préféré, mais c'est un pilote français. Je reconnais son talent, et il est dans une équipe bon, qui était autrefois sous pavillon français, maintenant qui est quand même beaucoup moins. Donc c'est un sacré pari de la part de Gasly, parce qu'il parle de championnat, des courses, de faire des podiums. Que ça veut dire qu'il parie très gros sur Alpine, sur la nouvelle réglementation 2026. Donc ça va être ça va être assez intéressant en tout cas de voir ce qui va se passer en 2026 pour Gasly chez Alpine. Et mon dernier flop, c'est la FIA. Alors on va en parler très rapidement parce que je maîtrise pas le règlement évidemment. Mais... Donc on a eu sur le Grand Prix de Zandvoort une pénalité qui a été appliquée à Verstappen dans le cadre d'un dépassement pas Verstappen, pardon, Sainz. Donc une pénalité qui a été appliquée à Sainz dans le cadre d'un dépassement et d'un accrochage entre Lawson et Sainz. Incompréhensible, où vraiment tout le monde disait que la faute était sur Lawson. Et là, on a un dépassement de Sainz sur Berman. Et il y a une grosse touchette entre les deux. Parce que bah, clairement, Sainz ferme la porte sur Berman. Et c'est Berman qui se prend une pénalité. Donc j'avoue que c'est vraiment compliqué à suivre quand on connaît pas par cœur le règlement. Je crois que même les commentateurs à chaque fois... Donc ça y est, je me souviens des prénoms. Donc Julien Febvre et Jacques Villeneuve étaient eux-mêmes très interrogatifs en fait par rapport à l'application de cette pénalité. Donc voilà, moi je comprends toujours pas. C'est vrai que moi j'aime bien l'idée du let them race de manière globale. Voilà, c'est toujours compliqué parce que ça veut dire que des gros accrochages, il faut bien qu'on les sanctionne.
Mais là, c'est vraiment difficile de comprendre en fait à chaque fois les décisions de la FIA. Donc Berman se prend une pénalité. Donc vraiment pas top. Et pour finir sur ce Grand Prix, petite mention pour Isaac Hadjar qui est quand même un de mes pilotes chouchou, enfin mon rookie chouchou depuis cette saison 2025. Donc, alors qualif mais catastrophique. Donc il s'est plaint notamment de Sainz qui l'aurait gêné pendant son tour de préparation. Et en plus, Isaac Hadjar avait une pénalité puisqu'il y avait changement moteur, donc il partait des voies des stands. En vrai, la qualif, pas top, mais bon, dans tous les cas, il partait dernier. Et par contre, il finit dans les points, donc dixième. Donc il part de la dernière place et il arrive dixième, ce qui est vraiment très très fort de la part de Isaac. Donc vraiment un énorme bravo. Et du coup, ça a été souligné, c'est le meilleur pilote Red Bull après Verstappen, alors même qu'il est dans une Racing Bull. Donc c'est pour ça aussi que voilà, Tsunoda, c'est interrogatif. On peut s'interroger sur ses performances. Donc voilà sur le récap du Grand Prix de Monza. Sur Ferrari, les résultats sont pas excellents. Si on en parle très rapidement, même, ils marquent quand même des points. Ils sont toujours deuxième au classement, mais ils peuvent se faire attraper par Mercedes. Voilà, petit avertissement du côté de Ferrari. Puis voilà, bon, a priori, les tifosi étaient un peu déçus de ne pas avoir de podium, mais ils ont pu voir pour la première fois Hamilton en rouge, ce qui devait être assez fort. Voilà, c'était mon récap du Grand Prix de Monza. Moi, j'ai quand même bien aimé ce Grand Prix, même si bon, voilà, il s'est pas passé grand-chose. C'est vrai que j'ai pas mis ma note. Je serais vraiment autour des 6-7, honnêtement, sur 10. Pas plus. Même si c'est un Grand Prix, un circuit que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la vitesse qui est emmenée par les pilotes et les voitures dans ce Grand Prix. Donc voilà, je vous retrouve dans 2 semaines pour le récap du Grand Prix d'Azerbaïdjan. On se retrouve à Bakou. C'est un Grand Prix qui est assez intéressant. Et la semaine prochaine, je vous prépare un épisode un peu spécial dans l'attente du prochain Grand Prix qui est le 21 septembre. Donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine.